Bonjour tout le monde. Super de vous accueillir pour ce séminaire qui s'inscrit dans l'animation scientifique de l'équipe agriculture urbaine et ensemble avec un groupe transversal qu'on a dans l'UIT qui s'occupe de métabolisme métropolitain. Alors, il est plutôt en démarrage ce groupe. Mais donc, ce séminaire s'inscrit dans cette double animation et on est vraiment heureux d'accueillir Fabien Esculier de l'École des ponts et chaussées, du laboratoire environnement, eau et systèmes urbains. Voilà pour cette séance aujourd'hui. Donc, Fabien, il présentera ses travaux du collectif OCAPI qu'il va présenter. Et c'était un peu la commande qu'on parlera plutôt métabolisme, puisque donc on a cette animation dans l'UMR et on est plusieurs chercheurs dans l'UMR qui menons des travaux sur le métabolisme agroalimentaire. Donc il y a un petit focus quand même sur ces travaux, mais voilà, ta présentation, elle inclura une vision d'ensemble des travaux de OCAPI. Alors, métabolisme, peut-être juste simplement un mot pour celles et ceux qui sont moins familiers avec le terme métabolisme. On ne parle pas ici de métabolisme voilà, de la physiologie, de la biochimie, de l'alimentation humaine à l'échelle individuelle. On ne va pas s'intéresser au devenir des carottes râpées ce midi, par exemple. Ces questions-là, ce n'est pas le métabolisme qui est entendu ici. Dans ce séminaire et comme dans les travaux de métabolisme de société, on s'intéresse à donc métabolisme, l'ensemble des flux d'énergie et de matière que les sociétés humaines mettent en jeu. Et pour revenir aux carottes râpées, les questions que peuvent poser ces chercheurs dans les travaux de métabolisme, c'est par exemple d'où viennent les carottes râpées qui sont consommées et quelle est la connexion entre la consommation de cette population à laquelle on s'intéresse et l'agriculture de proximité. C'est typiquement une des thématiques de recherche dans ce champ de recherche. Ce qui nous peut-être relie davantage dans les travaux de Fabien et aussi les nôtres dont s'adapte aussi, c'est la question que deviennent les ressources qui sortent des populations humaines, comme d'une part les déchets ou les excréta humains qui vont beaucoup nous occuper là, pour la présentation qui suit. Donc voilà, peut-être question d'organisation. On a une bonne, disons, tu peux avoir 45 minutes pour la présentation. On fera le débat après parce que vous l'avez compris, on fait un enregistrement de la séance. C'était à la demande de plusieurs personnes qui sont vraiment navrées de ne pas être là aujourd'hui. Et donc, on fera la discussion de façon séparée pour ne pas rendre publique la discussion, mais seulement de la présentation. Je pense que c'est ça qui a du sens. Donc, s'il y a des questions dans le chat, je vais les prendre et on va les aborder ensemble après. De la même façon pour vous, voilà, laissons le temps à Fabien de présenter et de poser toutes les questions qu'on a sur le cœur après. Donc voilà, mais merci Fabien, c'est ton tour et voilà. Et on est vraiment super content que tu sois venu chez nous. Mais merci Barbara, le plaisir est partagé. Je suis content de découvrir le site du coup et de voir maintenant où vous êtes installé et comment vous l'êtes. Et puis content du coup d'échanger avec ceux qui sont présents physiquement ou à distance. Et je vais donc présenter de façon assez large et ce qu'on fait dans le programme OCAPI, parce que étant donné qu'au sein de SADAPT, il y a pas mal d'axes différents, chacun aura, je pense, ça pourrait créer avec des choses assez variées, donc j'essaie de brosser un peu large, mais comme tu l'as dit, je vais aussi centrer un peu plus sur ce qu'on fait en termes de métabolisme territorial dans ma présentation. Ça fait depuis maintenant plus de 6 ans que j'ai commencé à échanger, surtout avec Christine Aubry au sein de SADAPT. Donc, je suis très content de revenir dans les nouveaux locaux de SADAPT maintenant pour continuer à tisser des choses avec vous. Alors, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est d'abord expliquer un peu la genèse du programme OCAPI, des éléments généraux sur ce que c'est la séparation à la source dans la gestion des excréta humains et la structuration actuelle du programme OCAPI. Et puis ensuite, plus spécifiquement sur l'axe métabolisme, je vais parler de présent, le système alimentation-excrétion d'aujourd'hui à Paris en particulier, de trajectoire historique, et puis de scénarios et de questions prospectives. Si ça vous va, on pourra creuser plus de choses en fonction des personnes présentes et des affinités, évidemment. Alors, moi, déjà, qu'est-ce que je fais ici globalement, moi, je suis un pur produit urbain. C'est-à-dire que je pense que quand j'étais petit, je ne savais pas ce que c'était un pissenlit et je n'avais jamais vu un champ jusqu'à 20 ans ou un truc comme ça. J'exagère un poil, mais
Et il y a peut-être deux choses qui m'ont sauvé pour me reconnecter. La première, c'est qu'on m'a beaucoup emmené faire de la randonnée. Donc, d'un seul coup, j'ai découvert que je ne pouvais pas porter 150 kilos d'eau par personne par jour. Là, ça ne marche pas quand on est en rando. Donc, d'un seul coup, tiens, il faut se poser la question, où est l'eau? Est-ce qu'elle est potable? Combien je peux en porter sur mon dos? Donc, ça m'a rematérialisé dans ma vie et ma connexion à ce qui me fait vivre. Et puis, je ne connaissais rien à l'agriculture. Et quand j'étais en formation, il y a un prof à qui j'ai dit, ce n'est pas possible, je m'intéresse à la question de la soutenabilité et le volet de l'agriculture me paraît être essentiel. Comment est-ce qu'on peut avoir une introduction à l'agriculture quand on est ingénieur et qu'on a déjà plus de 20 ans? Il m'a dit, va faire du woofing. Alors, du coup, j'ai fait du woofing un peu plus de 20 ans et j'essaie d'en faire encore très régulièrement parce que j'ai trouvé que c'était une approche extrêmement riche et reconnectante pour des gens comme moi qui sont, je pense, très classiques en France aujourd'hui, des purs produits urbains assez déconnectés. Et c'est ce qui m'a, voilà, je pense, amené à ouvrir une question de compréhension de comment est-ce qu'on arrive à vivre aujourd'hui et comment est-ce qu'on est connecté à ce qui nous fait vivre. Il y a, donc maintenant, ça va faire plus que 15 ans, ça fait quasiment 20 ans. J'ai aussi pris cette claque environnementale, pour ainsi dire. Là. Alors maintenant, j'espère que c'est enseignant maternel. Et donc ça, c'est la courbe des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité par la combustion d'hydrocarbures fossiles depuis 200 ans. Et ça, c'est la trajectoire qu'il faudrait qu'on suive si on veut rester sous le seuil de 1,5 degré. Donc voilà, il y a 20 ans, j'ai découvert que donc, soit on la suit et la pente est tellement raide que c'est extrêmement difficile de se dire qu'on va faire ça de façon simple, soit on ne la suit pas et en fait, c'est la matérialité biophysique des dérèglements qui vont induire l'impossibilité structurelle de continuer à fonctionner comme avant. Donc ça, moi, ça m'a complètement transformé je pense que j'avais à peu près aucune conscience de ça quand j'avais 20 ans. Et ça m'a complètement transformé dans mon appréhension des choses et ça a créé une dissonance cognitive extrêmement forte entre ce qui se passe au quotidien dans toutes nos vies et ce qui me paraît nécessaire de faire pour espérer avoir une vie bonne et pour tous sur Terre. Donc voilà, je la remets parce qu'elle me paraît tellement importante. Cette courbe est encore relativement peu partagée non plus et peu connue. Tout ça, ça s'est traduit. Alors, je suis fonctionnaire du ministère de l'écologie et j'ai pas du tout une carrière de chercheur initialement. Et j'ai travaillé en particulier à la direction de l'environnement d'Île-de-France, qui s'appelle maintenant la DRIEAT Île-de-France. Et j'étais en charge de la police de l'eau de la Seine. Je m'occupais de réglementer les usages de l'eau. Et en fait, à ce moment-là, en 2011-2012, il y a eu des travaux sur la soutenabilité de la gestion de l'eau, des eaux usées à Paris. La question, c'était, voilà, il y a un projet Grand Paris, on va mettre plus de monde, on va aménager le plateau de Saclay, etc. Machin. Comment est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est soutenable d'un point de vue de la gestion de l'eau? Et ce qu'on a mis en exergue à l'époque, c'était qu'il y avait un effet ciseau, c'est-à-dire que plus de gens à Paris, ça fait plus de rejets polluants d'eau usée, mais que par ailleurs, le débit de la Seine baisse avec le changement climatique. On a déjà perdu a priori environ un tiers de débit de la Seine maintenant par rapport à il y a 100 ans, parce qu'il fait déjà 1 degré. Et on va reperdre un tiers, mais cette fois-ci plutôt dans les 30 ans qui viennent. Donc, une contrainte très, très forte sur une Seine qui, avec le traitement qu'on fait des eaux usées aujourd'hui, est à la limite du bon état écologique, mais pas vraiment. Du coup, ça va être extrêmement compliqué. On vient de refaire pour 20 milliards d'euros depuis ces dernières années tout le système d'assainissement de l'agglomération parisienne et on sait déjà qu'il n'est pas capable de maintenir un bon état de la Seine dans les années qui viennent. Donc, on a posé ce problème. Donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre le bon état tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre? Parce qu'effectivement, si on résout la chose, mais en construisant encore davantage de choses qui consomment plus d'énergie, émettent plus de gaz à effet de serre, ça ne passe pas non plus. Et puis, depuis quelques temps, on a rajouté l'idée de nager dans la Seine en plus. Donc, il y a un écheveau de contraintes assez extraordinaire autour de la Seine. Alors, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu le sentiment qu'on était sur une politique publique qui était en impasse, en termes de, voilà, il y a un projet politique, mais le constat technique qu'on en fait, c'est qu'il n'est pas possible de le maintenir tout en étant compatible avec les enjeux de développement durable. Et pour autant, comme beaucoup de projets qui ne sont pas soutenables, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a plein de rapports qui disent, les rapports du GIEC, les rapports du Conseil pour le climat, qui disent que ce n'est pas possible de continuer, mais pour autant, ça continue sans grande transformation. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai bifurqué dans ma vie professionnelle vers la recherche, parce que j'ai eu le souhait d'essayer de comprendre ce que je pouvais apporter par rapport à ça et que il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé d'avoir une approche de recherche pour essayer au moins de poser les problèmes et essayer d'éclairer l'action publique. À la base, je garde toujours ça comme enjeu très fort par un travail de recherche. Alors, j'ai été très sensibilisé aux travaux du Pierre Hansen,
Là, je cite une phrase qui est dans le premier fascicule du Pierre-Hensen, Le bassin de la Seine, un ouvrage qui a été coordonné par Gilles Vilaine, qui explique que l'eau des rivières, c'est le miroir de leur bassin versant, et que si on sait lire dans ce miroir, ben, on a un point de vue privilégié sur l'ensemble du fonctionnement de l'anthropo-éco-socio-système qui conduit à ces qualités d'eau. Ça, pour moi, ça a été vraiment mon entrée. J'ai eu une formation dans le domaine de l'eau, et vraiment mon entrée, ça a été voilà, voir un problème par le prisme de l'entrée de l'eau, de la qualité de la Seine, et puis essayer à partir de là d'en tirer des visions beaucoup plus globales. Et donc, c'est épaulé par, entre autres, Gilles Vilaine et puis plusieurs autres collègues du Pierre-Hensen qui a pu se lancer en 2014 le programme Okapi. La première phase a été financée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, dans l'objectif d'étudier la soutenabilité du mode de gestion des excrétions humaines, le problème de l'assainissement parisien que j'ai montré tout à l'heure, et puis investiguer les pistes de bifurcation envisageables avec un souhait très fort d'être dans la recherche-action, l'expérimentation, pour voir comment les choses peuvent évoluer autrement. Alors, j'ai commencé à faire de la recherche à ce moment-là, et j'ai été aussi très inspiré par les approches de socio-écologie, parce que avec une formation d'ingénieur, je pense que j'avais une compétence à analyser d'un point de vue technique la façon dont fonctionnent les sujets, et plus j'avance dans mes réflexions de recherche, plus je me dis, pour le dire en une phrase, que le problème de la transition n'est pas technique. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'un problème qu'on peut appeler socio-technique typiquement. Et donc, moi, je suis très inspiré par les approches de socio-écologie qui consistent à essayer d'appréhender conjointement la matérialité biophysique de comment fonctionne le monde et puis l'organisation par les sociétés humaines, la sphère qu'on peut appeler culturelle si on veut. Alors, je n'aime pas trop la dichotomie nature-culture. Hein. J'aimerais bien un jour reprendre ce schéma pour essayer de le faire autrement. Mais bon, j'ai repris celui de Marina Fischer-Kowalski, qui est comme ça pour l'instant. On sait, avec des scholars entre autres, que c'est un écueil de faire cette dichotomie. Mais voilà, cette approche qui essaie de dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une pensée systémique, comment est-ce qu'on arrive à penser conjointement les questions d'ordre matériel et ceux d'ordre sociaux. Et donc, depuis le début, mon souhait, c'est d'essayer d'avoir cette pensée globale sur ces questions de soutenabilité. J'ai aussi été… je m'inspire souvent du cadre des limites du système Terre, voilà, qui permet d'expliciter d'un point de vue matériel ce qui rend notre monde insoutenable, c'est-à-dire quelles sont les modifications de fonctionnement du système Terre dues à l'activité des humains, de certaines catégories d'humains, et en particulier nos pays occidentaux industriels, qui font qu'il y a des modifications de fonctionnement du système Terre et donc une impossibilité que fonctionnent encore ainsi demain les systèmes. Donc, on voit qu'il y a énormément de perturbations. Et je trouve intéressant de les penser de façon globale parce qu'elles sont toutes interreliées. J'ai personnellement une approche qui est très orientée vers cette perturbation en bas, là, qu'on ne voit pas très bien sur l'écran ici, les flux biogéochimiques, azote et phosphore, qui sont au cœur de nos sujets. Je rappelle juste ce schéma de l'économie du donut. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais je le trouve aussi intéressant parce qu'il permet de coupler la question de ne pas dépasser les limites planétaires, le plafond environnemental, avec celle de conserver un plancher social, c'est-à-dire garantir qu'il y ait une vie bonne pour tous dans ces Alors, la perturbation du cycle azote, d'où est-ce qu'elle vient? Fondamentalement, la raison pour laquelle il y a trop d'azote qui circule sur la Terre aujourd'hui, c'est parce que les humains ont besoin d'en manger. On a besoin de manger 3,4 kg d'azote par personne et par an. Ça fait à peu près 60 grammes de protéines par personne et par jour. Et la physiologie du corps humain est ainsi faite qu'en se pesant à la fin de l'année, on pèse le même poids qu'au début. Vous pouvez faire le test si vous voulez en vous pesant ce soir et dans un an exactement. Ça veut bien dire que tout ce qui est rentré est ressorti. Donc, les 3,4 kg de vote qui sont rentrés à l'âge adulte, ils sont intégralement ressortis. Et ils sont principalement sortis sous la forme de cette molécule qu'on appelle l'urée. Hein, ce n'est pas 100% ce forme urée, mais c'est la majorité. Et donc en particulier dans l'urine. Il y en a un petit peu aussi dans les matières fécales. Ce que dans ma thèse, j'ai nommé système alimentation-excrétion, c'est quelque chose qu'on pourrait tout simplement appeler système alimentaire de façon plus prosaïque. L'objectif est de mettre l'exemple sur le fait que
la plupart du temps, les cadres de pensée et les organisations sociales aujourd'hui de l'alimentation s'arrêtent au moment où on a ingéré la nourriture. Et les excrétions humaines rentrent dans un cadre autre. Alors aujourd'hui, c'est celui de la gestion des eaux usées, la gestion de l'eau. Le fait que j'ai intitulé ma thèse « Système alimentation et excrétion », c'est pour justement mettre l'exergue sur le fait que la gestion des excrétions humaines fait partie du système d'un point de vue des flux de matière alimentaire, et que d'un certain point de vue, il y a un malentendu aujourd'hui dans la société d'avoir attribué la gestion des excrétions humaines à un système qui n'est pas le système alimentaire dans nos organisations, et y compris dans nos structurations de recherche et autres. Et donc, d'un point de vue, je dirais, très général, le rêve de ma recherche, ça consiste à étudier sous toutes les coutures les systèmes alimentation et excrétion de l'humanité depuis le début de la nuit des temps jusqu'aux prospectives qu'on peut faire pour demain, parce que la question des besoins pour les humains est toujours très complexe. Alors, sur la question alimentaire et excrétion, elle est relativement simple, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des humains quelque part, une société humaine, on est obligé de garantir un apport alimentaire de 3,4 kg d'azote, et on est obligé de gérer les 3,4 kg d'azote d'excrétion qui vont avec. Donc, un système alimentation-excrétion, c'est comment une société humaine s'organise pour gérer ce flux amont et ce flux aval qui sont consubstantiels à l'existence d'une société humaine. Alors, dans le programme Okapi, je dirais que ce volet amont, il est déjà très largement étudié par tout un tas de gens dans tous les sens. Et évidemment, il y a encore plein de choses à faire, mais c'est un sujet qui était, je dirais, déjà appréhendé par beaucoup d'acteurs. En revanche, la question de la gestion des excrétions humaines était quasiment absente de la recherche académique française, si ce n'est au travers de l'eau usée, mais dans ce cas-là, on ne s'intéresse pas aux urines et matières fécales humaines, on s'intéresse à quelque chose d'autre qui est les eaux usées, le traitement des eaux usées, etc. Et donc, le programme Okapi, on a très rapidement pris un point d'entrée dans ces systèmes alimentaires qui est celui toujours des urines et matières fécales humaines. Et donc, ici, je présente comment elles sont gérées aujourd'hui. Chaque ménage utilise à peu près 150 litres d'eau par personne par jour, dans lequel sont globalement dilués 1,3 litre d'urine et 0,2 litre de matière fécale, alors que d'un point de vue des nutriments qui sont contenus dans ce qu'on appelle aujourd'hui les eaux usées, on voit que 90% de l'azote, qui est le principal nutriment, est contenu donc à 80% dans l'urine, 10% dans les matières fécales, et quasiment pas dans les eaux ménagères, c'est-à-dire les eaux de la douche, de la cuisine, du lave-vaisselle, etc. Donc aujourd'hui, on a un système qui fonctionne par dilution, et on aurait une potentialité de gérer autrement, par ce qu'on appelle séparation à la source, soit les urines, soit les matières fécales, soit les deux, plutôt que de les gérer par dilution. Ce sujet, depuis le projet AgroCapi qu'on a fait en partenariat avec SADAPT et avec Ecosys, on a réalisé une analyse de cycle de vie qui montre, là c'est sur un scénario, je prends de l'urine, par exemple là sur le restaurant qui est juste à côté, il va être de l'urine qui va être collectée pour épandage sur des champs voisins, et c'est à peu près ça qu'on a illustré dans cet ACV. Donc je prends de l'urine sur un bâtiment, je la stocke au pied du bâtiment, et elle va être épandue sur un champ qui est voisin. Et on a comparé ça, on a comparé la production d'un kilogramme de grains de blé avec ce scénario urine stocké versus je prends des engrais de synthèse azotés conventionnels et je traite mon urine en station de traitement des eaux usées comme c'est fait aujourd'hui. Bon, les résultats sont assez édifiants. C'est rare une analyse de cycle de vie dans laquelle il n'y a pas au moins un bâton qui est très rouge et puis après, il faut se poser la question. Le système est tellement aberrant aujourd'hui qu'on a des gains environnementaux extraordinaires. On divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie. L'eutrophisation, évidemment, est très largement diminuée aussi, et la consommation de ressources en eau, puisque là, on a des urinoirs secs, typiquement. Il n'y a que sur l'acidification où il y a un sujet un peu équivalent. Donc, il y a vraiment un intérêt extrêmement fort d'un point de vue environnemental à ces sujets. Alors, ça, c'est pour un scénario, évidemment. Ensuite, dans chaque scénario aura des impacts environnementaux différents, mais c'est pour montrer l'ampleur de l'intérêt du sujet. Voilà, et d'où l'intérêt pour nous de continuer à travailler sur ces questions quand on a de tels avantages environnementaux. Alors, la séparation à la source, elle connaît un certain développement en ce moment en France. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je donne juste quelques exemples de à quoi ça peut ressembler quand on dit séparation à la source. Donc, il y a une école élémentaire, par exemple, dans le Gers, à Saint-Germain, c'est la première école élémentaire qui est totalement équipée de toilettes sèches. Il n'y a rien d'autre que des toilettes sèches dans cette école. Il y a des urinoirs secs pour les garçons. Et puis, il y a des toilettes qui collectent à la fois les urines et les matières fécales, mais en sec pour les filles et les garçons, et pour les adultes aussi, et qui sont compostées au sous-sol, enfin l'étage en dessous, au sous-sol du bâtiment.
Il y a un habitat participatif qui s'appelle l'Auberge à Dole de Bretagne, qui vient juste d'être réalisé là cet été. Donc, vous voyez à droite les toilettes qui sont installées, c'est les toilettes à tapis roulant. Donc, les urines sont collectées à l'avant parce que ça coule à l'avant du tapis roulant. Les matières fécales tombent sur le tapis roulant et ensuite, il y a la chasse, c'est en fait une manette qui actionne le tapis roulant vers l'arrière et les matières fécales tombent à l'arrière dans un bac. Donc là, sur ce quartier, il y a des urines qui sont collectées dans des cuves qui sont sous le jardin partagé. Elles sont on voit une trappe là. Et il y a le lycée agricole voisin qui va prendre les urines de cet habitat participatif. Donc, c'est 24 foyers, cet habitat participatif, pour un épandage au champ. Il y a un maître composteur qui vient collecter les matières fécales et les biodéchets pour en faire du compost. Un réseau de collecte en porte-à-porte à Bordeaux qui s'est monté. Donc là, c'est vraiment des gens dans n'importe quel type d'habitat au centre-ville de Bordeaux qui enlèvent leur toilette à chasse d'eau, passent à une toilette sèche et il y a une collecte qui est faite des urines d'un côté, des matières fécales de l'autre, avec des filières de valorisation derrière. Donc, c'est pour donner un peu la diversité de tout ce qui peut exister. Et puis, le plus grand projet de mise en œuvre de séparation à la source en ce moment, il est à Paris. Dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, la mairie a décidé de mettre en œuvre la collecte sélective de l'urine pour l'intégralité du quartier, donc ça fait 1000 personnes. Les toilettes sont probablement ces toilettes qu'on voit ici en bas à gauche, sont des toilettes à chasse d'eau qui permettent une collecte de l'urine par la petite trappe qui est ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'usager, il n'y a pas de différence à l'usage quand on est assis par rapport à une toilette standard. Les matières fécales sont collectées de façon standard avec une chasse d'eau, mais les urines sont collectées dans un tuyau, dans un réseau séparé qui aboutit à une usine de concentration de l'urine pour en faire un engrais concentré. Et donc ça, c'est le plus gros projet qui est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a un certain dynamisme en France. On a repéré, alors à l'échelle, là, c'est que les projets urbains, parce qu'il y a beaucoup de choses en milieu rural, en site isolé. Il y a une vingtaine de projets qu'on a recensés en milieu urbain, avec des échelles donc un peu importantes. Et en particulier, un dynamisme sur le plateau de Saclay. Là, j'ai mis le schéma théorique, mais j'aurais pu mettre la photo, j'aurais pu prendre tout à l'heure une photo du bâtiment et passer à côté. Donc, les urinoirs qui vont collecter l'urine du bâtiment. Et puis, en particulier, Caricité qui joue un rôle important sur le plateau de Saclay autour de cette dynamique. Ce que je raconte est clair pour tout le monde, ça va comment est-ce qu'on est structuré Programme Okapi aujourd'hui? Ça fait maintenant, je dis ça avec émotion, 10 ans que j'ai commencé à écrire des feuilles. Tiens, ce serait intéressant de travailler là-dessus. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu un assez gros programme de recherche-action. Donc, on travaille de façon générale sur la transition socio-écologique des systèmes d'alimentation et d'expression, avec toujours cette idée d'approche systémique de ces questions, et tourner vers l'action, puisqu'on fait de la recherche, mais on développe aussi beaucoup d'outils de sensibilisation, d'animation, voire d'accompagnement pour les acteurs qui souhaitent mettre en œuvre. On est devenu une sorte de centre de ressources publiques sur la séparation à la source. On est contacté quasiment tous les jours par des collectivités, par des associations, par des entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des projets sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a maintenant une certaine expérience sur la séparation à la source. Alors, on est structuré d'un point de vue recherche en 4 axes. Métabolisme, métabo, agro, santé, sociaux et démo. Donc, je vais donner quelques mots sur chacun pour les présenter. Et puis après, je vais parler plus spécifiquement de l'axe métabolisme. On a un nombre de partenaires assez important qui s'est développé ces dernières années. Et puis, donc des partenaires institutionnels qui sont assez variés. Donc, l'ADEME, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le SIAP historiquement, l'Agence nationale de la recherche. Et puis, on a pas mal de projets européens, ainsi que 2 partenariats avec la métropole de Lyon et la ville de Paris, dont je vais parler rapidement. Aujourd'hui, le programme Okapi, on est à peu près 10 personnes à travailler à temps plein, en équivalent temps plein, sur ces questions. Et puis, on a pas mal de collaborations, qui fait que je dirais peut-être qu'il y a une trentaine de personnes qui sont dans les collaborations Okapi de façon très générale. Et je dirais que depuis 10 ans, j'ai l'impression de vivre une aventure humaine assez extraordinaire, parce que déjà, le métier de chercheur, c'est vraiment un très beau métier dans lequel j'ai la chance d'être depuis 10 ans. Et en plus, avec un contexte de travail que je trouve pour moi assez paradisiaque. Donc, je suis très, très heureux d'avoir eu la chance d'avoir la chance de vivre depuis 10 ans cette belle aventure professionnelle et humaine. Alors, quels sont les axes? Alors, axe agriculture, alors ça, c'est celui qui est le plus concerné les partenariats avec l'INRAE et avec l'AgroParisTech. On a monté ce projet AgroCapi en 2017. Il s'est terminé l'an dernier. Ça a été beaucoup centré autour de la thèse de Tristan Martin,
qui était à l'époque à Clignon. C'est un projet qui a réuni beaucoup d'acteurs. Là, vous avez la liste de tous les partenaires du projet, entre les laboratoires et les acteurs institutionnels. Il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Vous pouvez aller sur le site internet d'Ocapi, il y a toutes les restitutions du colloque et des différents travaux, le rapport final qui est publié. En quelques mots, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié sous toutes ces coutures les urinofertilisants, c'est-à-dire les matières fertilisantes qu'on peut faire à partir de l'urine, puisque une fois qu'on a collecté de l'urine, en fait, on peut la transformer de tout un tas de manières. Principalement, les gens s'intéressent à la concentration de l'urine ou à l'extraction de nutriments. Et donc, on les a étudiés en faisant des essais en serre, des essais au champ, en analysant les micropolluants, l'analyse de cycle de vie que j'ai montré. Et ça aboutit, entre autres, à la publication de ce petit fascicule-là, qui est des fiches pratiques, utiliser l'urine humaine en agriculture à destination du monde agricole, et qui présente les différentes filières, les différents urinofertilisants. Donc voilà, tout est en ligne également. On peut faire tourner le document. Le deuxième axe, c'est l'axe pratique sociale. Donc ça, c'est un axe qui est, dans lequel sont impliqués Bernard de Gouvello, qui maintenant est au CEREMA, Marine Legrand, qui est anthropologue au LESU, Aurélie Jeveniot également, pour ne citer que trois. On travaille sur la question du verrouillage socio-technique et de l'institutionnalisation. Alors là, vraiment très centré sur la question de la séparation à la source des urines et matières fécales humaines. On est sur une dépendance au sentier très forte à l'usage de la toilette à chasse d'eau, de l'égout. Et donc, on étudie comment est-ce que ce qui constitue aujourd'hui une niche, la séparation à la source, peut effectivement se développer demain, quels sont les freins et leviers à son développement. Donc, tout récemment, on a publié dans Frontiers avec Jovegno 2022 un article qui fait dans le cadre de on a développé un atelier, la Fabrique de la Ville. Ça, c'est un outil qui sert à animer dans un territoire la possibilité d'émergence de ces filières. Donc, c'est un outil destiné aux acteurs opérationnels et on fait un jeu, en fait, pour faire travailler sur, tiens, si on développait de la séparation à la source, comment ça pourrait se passer? Quel type de toilette, quel type de bâtiment, quel type de zone pourrait être équipé? Quelle filière pourrait se mettre en œuvre? Donc, pour essayer de faire le lien à agriculture et ville. C'est un atelier qu'on a développé il y a 2 ans. Excusez-moi si… on analyse beaucoup les expériences pionnières, donc on essaie de faire des retours d'expérience sur ce qui se développe dans ce domaine. Donc on analyse, c'est bon. On analyse des expériences pionnières, donc les gens qui font aujourd'hui des filières de gestion des urines et matières fécales autres que tout à l'égout. Donc, on a analysé en particulier dans notre projet de design le quartier Saint-Vincent-de-Paul et son émergence, la fumainerie à Bordeaux que je mentionnais, et puis un habitat participatif à Grenoble aussi qui s'installe. Et donc là, on développe l'ampleur des types d'habitats qu'on analyse. Donc, le rapport de Mathilde Soyer, il porte sur les toilettes sèches en milieu rural, parce que c'est une pratique déjà très développée. Donc, on a fait la première enquête sociologique sur les usagers de toilettes sèches en France. C'était un sujet non regardé par l'Académie jusqu'à présent. Marine Legrand est anthropologue et donc c'est principalement elle qui apporte, je dirais, dans cet axe pratique social, la question d'analyse des savoirs et des imaginaires autour des urines et matières fécales humaines. Donc, quels sont, c'est vraiment un sujet par essence extrêmement fort de savoir quelle est notre relation aux urines et matières fécales humaines, qu'est-ce qu'on considère comme propre ou comme sale. Si on met des urines sur un champ, comment est-ce qu'on se représente ça, comment est-ce que les acteurs s'approprient le sujet de la séparation à la source vis-à-vis de leur représentation. Mais on voit que c'est un sujet en fait qui est déjà très présent, mais qui a une place très particulière évidemment dans notre rapport à la vie, à la mort, à notre connexion à l'environnement de façon très générale. On a un axe démonstrateur, donc là, c'est des réalisations qu'on suit nous-mêmes. Donc, à l'École des Ponts, on a équipé un urinoir masculin de collecte d'urine qu'on utilise pour les expérimentations d'ailleurs agricoles aussi. Le LOY, c'est une toilette qui a été mise sur l'espace public à l'École des Ponts sur le site de la Cité Descartes où on fait des collectes. En bas à droite, vous avez la toilette Marcel, qui est un urinoir féminin qui a été développé par Louise Raguet. Et donc, c'est des supports aussi d'analyse pour nous de l'appropriation de ces dispositifs par toute la chaîne sociotechnique de l'usager, des agents de nettoyage, du plombier, etc.
Il y a un projet en ville dont je vais parler dans 2 secondes, et puis les collectivités, donc le projet Colosse à Lyon porté par Florent Brun, et la ville de Paris, en particulier avec le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Alors, le projet en ville, pour en dire 2 mots, parce que pour s'adapter, il est très lié à ce que vous y faites, c'est un projet qui est porté par Louise Raguet, et on étudie la façon dont on peut collecter de l'urine, en particulier en contexte où on ne change pas nécessairement sa toilette. Ce qui peut être le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, un peu comme on a commencé à faire du compostage de proximité des biodéchets, on se dit on peut aussi commencer dans l'habitat existant à faire de la collecte d'urine. Et donc, elle a répertorié toutes les manières de collecter de l'urine qui existent déjà, donc le bourdalou historique, des urinoirs bricolés divers et variés qui existent aujourd'hui. Donc, on a répertorié un peu tout ce qui existe en termes de collecter de l'urine. Ça, c'est un entonnoir spécifiquement pensé pour les femmes pour collecter de l'urine. Et à partir de ça, ce qu'on essaie de travailler, c'est la façon dont peuvent se lancer des micro-filières, en particulier citoyennes, c'est-à-dire, et principalement autour de la MAP. Donc là, il y a une AMAP qu'on accompagne, qui est une AMAP qui est à Châtillon, dans laquelle l'idée, c'est que donc l'agriculteur vient avec ses légumes, avec son camion plein de légumes, et plutôt que de repartir à vide, il puisse repartir avec de l'urine pour fertiliser ses parcelles. Et l'urine, symétriquement, les habitants, au lieu de venir à vide sur le point de collecte de légumes, apportent leur urine et viennent ensuite rapporter les légumes chez eux. Et donc, l'idée, c'est de s'insérer dans des flux logistiques déjà existants et pour faire exister ces filières. Donc là, l'autre jour, on a fait une des collectes qui a été mise en place. Donc là, à Châtillon, vous voyez, collecte de nutriments. Les gens, donc on a organisé un système de vidange avec des bons pour que les gens viennent avec les bidons. Et donc, je n'ai pas mis d'image, mais on a aussi l'objectif à la fin du projet d'Envie, c'est de donner des tutoriels pour fabriquer soi-même des dispositifs de collecte d'urine à domicile et ensuite favoriser l'essaimage et l'appropriation par tout un tas de collectifs, on espère, de mise en place de ce type de microfiltre. L'axe santé, il est principalement orienté autour de 2 sujets. Le sujet pathogène, en ce moment, il y a la thèse de Paul Minier qui porte sur la question des pathogènes principalement dans les matières fécales, et la question de la mise en place de séparation à la source et son lien avec les questions de santé publique. On vient surtout montrer que le système de tout à l'égout aujourd'hui conduit à une contamination généralisée de l'environnement par les pathogènes fécaux. Les rivières sont toutes systématiquement contaminées. Et aujourd'hui, ce risque est géré de façon curative par des usines de traitement d'eau potable qui rendent potable une eau qui est contaminée par ailleurs. Donc, on vient analyser la possibilité que des filières de gestion des matières fécales dédiées puissent finalement être un bénéfice potentiel pour la santé publique également. En sortant d'un mécanisme dans lequel c'est la contamination généralisée qui prévaut. Et sur la question des micropolluants, donc là, il y a une prolongation, je dirais, du projet AgroCapi qui est en cours, projet Med-Urinacri, où les urines collectées sur le bâtiment d'à côté, ici, vont être support de recherche pour Marjolaine Deschamps, avec aussi c'est Julien Leroux au LESU, pour faire une analyse des micropolluants et de leur devenir dans les urines utilisées au fond. Avant-dernier axe, donc c'est l'axe animation. C'est un axe qui est soutenu par l'agence de l'eau Seine-Normandie et qu'on porte au sein de l'association Arceau Île-de-France. On essaie de fédérer les acteurs de la séparation à la source au sein d'un groupe de travail spécifique. Cette animation, elle fonctionne, je dirais, d'autant mieux depuis 2018 que l'agence de l'eau a décidé de voter une subvention allant jusqu'à 80% pour les projets de séparation à la source en bassin de la Seine. Donc ça, c'est un levier très fort qui permet qu'aujourd'hui, la séparation à la source soit très fortement soutenue sur ce territoire. Nous avons publié un premier ouvrage il y a maintenant 1 an, un ouvrage assez générique sur qu'est-ce que la séparation à la source. Donc, on donne des exemples de quartiers où c'est mis en œuvre et on présente de façon assez générale le sujet. Pareil, je peux faire tourner si vous voulez, il est en ligne également. Enfin, l'axe métabolisme. Donc, à chaque fois, les publications, elles sont en ligne sur le site Okapi, lesu.fr/Okapi. L'axe métabolisme, on étudie la trajectoire qui nous a conduit au système actuel et on étudie donc l'état actuel et puis les scénarios de transition en s'intéressant particulièrement au changement conjoint des modes de production agricole, des régimes alimentaires et des gestions des urines et matières fécales qui nous semble être une entrée pertinente. Et là, je cite donc 3 principaux travaux, mais je vais revenir dessus. L'article publié dans One Earth par Gilles Billen et son équipe sur une transition du système alimentaire à l'échelle européenne
donc basé sur des comptabilités azotées, permettant globalement de supprimer toutes les utilisations d'engrais de synthèse, tous les fourrages importés, et tout en continuant à exporter la nourriture. La thèse de Thomas Stark et puis des scénarios qu'on fait dans le cadre du Pirensen sur les transitions des systèmes alimentaires. Alors, l'axe métabolisme, c'est quelque chose que j'ai en particulier développé dans ma thèse, où j'ai réalisé, en particulier avec Julia Lenoé, qui est aujourd'hui à l'IRD, une analyse par le calcul de flux d'azote et de phosphore principalement, du système alimentation et excrétion de l'agglomération parisienne. Donc, on l'a pris comme exemple type. Et ça a été un article qui a été publié en 2018. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a compilé sur la période des données sont compilées pour la période 2012-2013, des données très vastes allant du mode de gestion des déchets, des eaux usées sur l'agglomération parisienne, et puis des données agricoles et de commerce qui nous permettent de tracer en fait d'où vient la nourriture qui aboutit dans l'assiette d'un Parisien pour développer là, ce que je mettais au début, les 3,4 kg d'azote. D'où est-ce qu'ils viennent en amont et où est-ce qu'ils vont en aval. Alors, donc on a fait une comptabilité, là je vais parler que des kilogrammes d'azote pour simplifier par manque de temps. Donc en kilogrammes d'azote par personne et par an, ce qu'on a calculé, c'est qu'on mange 4,9 kg d'azote par personne et par an, donc c'est 150% du besoin physiologique, c'est déjà le premier critère de non-sobriété de nos systèmes. À l'amont, on a une importation de nourriture très importante. Entre les deux, la différence, ça va être les déchets, les aliments non consommés, qui représentent encore un facteur de 150% supplémentaire, qui globalement, en 2012, mais c'est encore majoritairement le cas aujourd'hui, est incinéré. Donc, on perd l'azote dans l'incinération des ordures ménagères, avec un petit peu de gestion locale, compost, et puis une partie aussi qui va dans les eaux ménagères, la cuisson des pâtes et autres. Donc, grande quantité de nourriture non consommée et non valorisée en outre. Si on remonte encore un peu en amont, on a des produits de la mer pour 10%, du végétal pour environ un tiers, et puis de l'animal pour 2 autres tiers. Donc ça, c'est une caractéristique très forte des pays occidentaux, avec des régimes très riches en produits d'origine animale, et qui caractérisent notre régime comme non sobre. Alors, si on va plus dans le détail, les 2 kg d'azote de végétaux, ils viennent principalement de céréales. Par personne, on est à 150 mètres carrés par personne, et c'est très majoritairement autour de Paris qu'on cultive de façon intensive les céréales qui nourrissent. Alors, avec des systèmes qui sont efficaces à l'échelle de l'utilisation de l'azote à la parcelle. Donc, on a estimé qu'on était à 2,2 kg d'engrais synthétique par parcelle de 150 mètres carrés, un peu de fixation biologique, et puis un surplus et une lixiviation de 0,4 sous forme de nitrate dans les sols. Ce qui fait la contamination généralisée des nappes autour de l'agglomération parisienne, ce n'est pas tant l'inefficacité des systèmes que le fait que l'ensemble des territoires est majoritairement composé de ces types de systèmes et qu'il y a induit donc des flux très importants vers les nappes au global qui font dépasser les 50 mg litres d'azote dans le donc empreinte faible à cette échelle, mais globalement sur le territoire, empreinte forte. Côté animal, on a en tout estimé à 4400 m² les surfaces nécessaires principalement pour nourrir les animaux qui nourrissent les habitants de l'agglomération parisienne. Et alors, ça permet de donner un peu des ordres de grandeur de surface mises en jeu. Je sais qu'il y a des géographes dans la salle, ça me fait plaisir de parler un tout petit peu quand même, vu que ça c'est très aterritorial, de questions de surface. Donc, je remets juste les chiffres. En moyenne, dans l'agglomération parisienne, on a 32 m² de logement et on a 270 m² de ville, si on compte toutes les aménités urbaines. On a donc 150 m² de surface qui nous nourrissent en végétaux. Je crois qu'on sous-estime quand même la partie maraîchage dans cette analyse, principalement céréales. Et puis, on a 4400 m² de surface dédiée à l'alimentation des animaux. Donc là, c'est à l'échelle, ça nous permet de se représenter un peu quelles sont les surfaces mobilisées aujourd'hui pour l'habitat et pour l'alimentation d'un habitant de l'agglomération parisienne. Alors, ces systèmes de production agricole, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'élevage industriel qu'on va avoir beaucoup dans le Grand Ouest, issus d'importation de fourrage. Là, c'est intéressant dans ce schéma de voir qu'il y a 6 kg d'azote par personne par an qui vient d'Amérique du Sud sous forme de soja, alors qu'au final, on n'en mange que 5 derrière. Donc ça, ce que ça montre, c'est que si on
d'un point de vue protéique, on pourrait supprimer toute l'agriculture française et se nourrir exclusivement des protéines de soja qui viennent d'Amérique du Sud. Ça, je trouve que c'est un constat qui est toujours assez impressionnant à avoir en tête, finalement, voilà, dans la façon dont s'est développé le système. Il y a aussi l'élevage beaucoup plus extensif, hein, en particulier dans le Grand Est, mais au final, un impact global très fort, hein, avec des fortes consommations d'engrais de synthèse et des surplus très importants d'émissions d'ammoniac, aussi importants dans l'atmosphère. Et au final, donc 21 kg d'azote synthétique utilisés pour nourrir les habitants de l'agglomération parisienne, avec ces systèmes Haber-Bosch, hein, synthèse d'engrais azotés, je ne vais pas revenir dessus. Qu'est-ce que ça devient à l'aval? Bon, à l'aval, on a une toilette à chasse d'eau connectée à un égout qui va vers une station de traitement des eaux usées. Et ces stations, pour ne pas polluer les rivières, vont principalement envoyer l'azote dans l'atmosphère sous forme de N2. On appelle ça la dénitrification. Il y a encore un tiers de l'azote qui va dans les rivières et il ne reste que 0,2 kg d'azote dans les boues, qui sont d'ailleurs en partie retournés sur les champs, mais on voit que cette proportion est évidemment extrêmement faible par rapport au système global. En bilan ici, vous avez de façon vraiment très synthétique, hein. Aujourd'hui, on a une usine de synthèse durée qui utilise du méthane fossile, usine Haber-Bosch, qui fait 21 kg par personne par an d'engrais de synthèse mis sur les champs. On mange 5 kg d'azote et à l'aval, on récupère 0,2 kg d'azote dans les boues, sachant que dans les stations de traitement des eaux usées, on utilise du méthane qu'on donne à manger aux bactéries pour détruire l'urée qui est présent et le remettre dans l'atmosphère sous forme de N2. Donc, moi, c'était ma prise de conscience d'ingénieur a été venue de ça en disant non, on ne peut pas avoir une usine de synthèse d'urée et une usine de destruction d'urée naturelle et toutes les deux basées sur des ressources fossiles et des émissions de gaz à effet de serre qui vont avec. Donc voilà un peu en schéma ce que ça donne aujourd'hui, la non-soutenabilité de ce système. Avec là tous les impacts en termes d'émissions sur le terrain. Alors, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai fait ma thèse en 180 secondes. Vous pouvez la voir sur YouTube si vous voulez, si vous avez 3 minutes à perdre ce soir. J'explique qu'en utilisant l'urine des habitants de l'agglomération parisienne, on aurait de quoi fertiliser du blé pour faire 25 millions de baguettes de pain par jour. C'est quand même une ressource extrêmement importante, relativement peu connue. Ce qui est chouette avec la recherche-action et les collaborations avec SADAPT et Ecosys, c'est que maintenant, on l'a vraiment fait, c'est-à-dire qu'on a collecté l'urine, on l'a mis sur les champs, on a trouvé un boulanger qui nous a dit c'était génial, on va faire du pain. Et du coup, je suis venu avec les petits biscuits pour qu'on puisse quand même partager les biscuits qui sont faits à partir du blé qui a été fertilisé à l'urine humaine. Désolé pour ceux qui sont en visio, on les mangera tout à l'heure, malheureusement sans vous, mais je peux laisser un petit sachet pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui puissent en prendre un autre jour. Et d'ailleurs, on a même développé un conte musical, une forme de spectacle autour de ces questions-là. Donc, on essaye d'aborder un peu par tous les prismes possibles cette question de la diffusion du savoir, hein, qui est au cœur des enjeux de recherche pour nous, avec ces dégustations de biscuits pour l'incarner, et on le chante et on le met en musique aussi dans le cadre de ce spectacle. Alors, après cette illustration du cas présent, quelques éléments d'histoire aussi, alors sur lesquels personnellement je suis très intéressé. Et il y a eu pas mal de travaux qui ont été développés dessus. Vu que je suis ici dans ce qui maintenant pourrait encore peut-être s'appeler l'école d'agriculture de Grignon, hein, même si on n'est plus à Grignon, mais j'ai remis ce manuel de 1873, cours de chimie agricole, dans lequel, évidemment, on professait que l'urine et les matières fécales humaines étaient de puissants engrais et on expliquait comment les utiliser, comment les collecter, les transformer, les valoriser, etc. etc. Voilà, 150 ans plus tard, on a refait un peu la même sujet, on a redécouvert un peu le sujet. Parce qu'il y a eu, en particulier au 19e siècle, une très forte volonté de retour au sol de ces matières. C'était l'époque de la révolution industrielle où on voulait produire davantage, et l'agriculture, c'est évidemment un des volets importants de la révolution industrielle. Mon collègue Emmanuel Adler a recensé 200 brevets français déposés au 19e siècle sur comment collecter, transformer des urines et matières fécales humaines pour en faire des engrais. Alors, je cite un exemple qui est pour moi toujours impressionnant, c'est le brevet d'ONA sur l'urate calcaire. On ne voit pas en dessous pour ceux qui sont ici, mais donc il a eu la médaille d'or de la Société royale d'agriculture. Et donc, il se trouve que quand j'ai soutenu ma thèse en 2018, j'ai été retenu pour avoir la médaille d'argent de l'Académie d'agriculture de France. Et quand je suis venu prendre mon prix, il y avait écrit en très gros, tout en haut, Société royale d'agriculture.
Donc, j'ai fait « Ah mon Dieu, l'Académie d'agriculture de France, c'est le même organisme que celui qui, il y a 200 ans, avait donné le prix pour la même chose. » Et donc, dans mon petit discours, j'ai dit aux académiciens qui étaient là, je ne sais pas s'il faut que je rie ou que je pleure, mais donc voilà, oui, l'urine est une matière fertilisante et c'était très bien connu il y a 200 ans. D'ailleurs, votre institution a récompensé les travaux il y a 200 ans pour la même question et là, vous me redonnez encore une médaille pour le sujet. Et j'ai vraiment eu l'impression que, là, c'était en 2019, il y avait une sorte de découverte de tout un tas d'acteurs agricoles qui disaient « Mon Dieu, c'est ça la quantité d'azote et de phosphore qui est dans les excrétions humaines, mais c'est pas possible, on ne peut pas passer à côté. » Et voilà, et donc on est dans cette période, je me réjouis qu'au moins le sujet soit davantage approprié. Alors, comment ça s'est passé, cette trajectoire vers la linéarité? Ici, donc, avec Sabine Parle, on a retracé autant que possible avec pas mal de données qui sont présentes sur Paris depuis le 19e siècle. On a essayé d'estimer la quantité totale de retour au sol basée sur une comptabilité azotée des urines et matières fécales des habitants de l'agglomération parisienne. Alors, ce qu'on constate, c'est que donc, au milieu du 19e siècle, on est sur une logique où l'égout sert à collecter la pluie, mais les excrétas sont stockés en fausse d'aisance et retournent sur les champs par des filières, je dirais, à sect, des collectes par des vidangeurs. À cette époque, les filières de collecte de vidange dysfonctionnent beaucoup, c'est-à-dire que les fosses vont fuir. Les procédés de traitement des urines et matières fécales sont très peu optimisés. Il y a beaucoup d'émissions d'ammoniac dans l'atmosphère. Donc, il y a un système qui, dans l'esprit, est un esprit de retour au sol, mais dans la pratique, n'aboutit qu'à 10% de valorisation d'azote. Pour autant, ça progresse beaucoup parce qu'on a tous ces brevets qui sont déposés, une volonté de davantage les valoriser. On a les enquêtes de la commission engrais de 1856 qui visent à voir tous les engrais disponibles, comment est-ce qu'on peut traiter au mieux, etc. C'est dans cette effervescence. Et donc, on a une amélioration constante dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, à la fin du 19e siècle, se met en place également le tout à l'égout. Alors, le tout à l'égout, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire que l'égout n'est pas là que pour collecter les eaux pluviales et éventuellement les eaux ménagères de la douche et de la cuisine, mais qu'on peut aussi y mettre les urines et matières fécales. Alors, ce dispositif technique, il est âprement combattu au 19e siècle, puisqu'on perd à la fois la ressource engrais et on va polluer la rivière à l'aval. Ce qui fait que tout à l'égout a été mis en œuvre, c'est que d'une part, il y avait une adduction d'eau potable dans les foyers. On avait développé le réseau d'eau potable et donc l'eau à domicile. Donc, d'un seul coup, on s'est mis à pouvoir utiliser 30 litres par personne par jour pour évacuer les excréments. Et les gens plébiscitaient la toilette à chasse d'eau, qui était pratique, qui est toujours pratique. On appuie sur un bouton, on tire, et puis on a les urines matières fécales évacuées. C'est inodore, incolore, indolore, comme on dit usuellement, pour qualifier cette toilette à chasse d'eau. Mais la toilette à chasse d'eau connectée à l'égout était interdite jusqu'à ce qu'on teste les champs d'épandage, c'est-à-dire le fait que retourne au sol via les égouts, les urines et matières fécales, et on coupe la praticité pour l'usager d'une toilette à chasse d'eau avec un système technique qui permet de maintenir un retour au sol. Alors, en 1894, on prend la voie tout à l'égout, et là, cette fois-ci, on impose le fait que les toilettes à chasse d'eau se connectent à l'égout, parce qu'une fois qu'on a fait les champs d'épandage, il faut que les gens urinent et défectent dans cet égout, sinon on aura tout un égout qui va sur les champs, mais il n'y aura pas de nutriments dedans. Donc là, on a un renversement complet, et cette fois-ci, il y a une volonté qu'il y ait, qui se traduit par une montée très forte de la quantité d'azote retournée au champ, puisqu'on va avoir globalement, en 1910, on a à peu près un tiers ou la moitié de la population parisienne qui a une toilette à chasse d'eau connectée à l'égout. Et pour l'autre moitié qui ne l'a pas, les systèmes de collecte sont devenus extrêmement efficaces. On a des usines de synthèse de sulfate d'ammoniac à partir de l'urine humaine quand on est sur des matières de vidange, et on arrive à 50% de taux de valorisation. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe, d'une part, la Première Guerre mondiale, d'autre part, l'augmentation de l'agglomération parisienne qui fait que cette concurrence entre champs d'épandage et urbanisation est perdue pour les champs d'épandage. On fait de l'urbanisation davantage. Et puis, on a le procédé Haber-Bosch qui induit une disponibilité de ressources azotées très importante. Et finalement, on se détourne de l'usage agricole des eaux usées, des urines et matières fécales, donc elles sont majoritairement rejetées. Et puis, face au désastre écologique, on construit les stations d'épuration dont j'ai déjà indiqué qu'elles n'aboutissaient qu'à une linéarisation de l'économie. Et donc, aujourd'hui, on a 100 ans de linéarisation de l'économie azote des urines et matières fécales humaines, avec un taux de recyclage aujourd'hui inférieur à ce qu'il était au milieu du 19e siècle. On manque le bas du tableau, mais j'indiquais ici en bas que ce sujet de la période 1945-1980
90 est l'objet d'une thèse par Étienne Dufour qui étudie les politiques biogéochimiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a mis en œuvre des politiques de linéarisation, comment est-ce que se sont développées ces logiques de linéarité dans la gestion des matières organiques au sens large. Les autres axes développés dans le programme Okapi, j'en ai encore deux points, et puis après j'en aurai terminé. C'est la thèse de Thomas Stark, qui a commencé il y a 1 an et demi. Il fait un état des lieux du recyclage actuel des excrétions humaines, donc cette fois-ci à l'échelle France entière, et il va étudier le potentiel de recyclage en agriculture. Donc, il a compilé des bases de données de stations de traitement des eaux usées pour la première fois au niveau français, en fait, parce que maintenant les stations d'épuration sont très bien suivies en termes de données. C'est une donnée qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc là, il est en train de compiler toutes les données d'assainissement de toute la France. Et alors, notre angle d'approche spécifique, c'est quel est le taux de valorisation. Donc, on aboutit à une circularité d'environ 50% sur le phosphore, parce que lui, il est précipité dans les boues. Donc, quand on fait un épandage, on en récupère. Pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. Je vous montre les résultats préliminaires. Et puis, une circularité d'environ 5 à 10% sur l'azote, de façon assez similaire au cas parisien, finalement, qui se retrouve être dans la moyenne française sur ces éléments. Ce qui va ensuite travailler, c'est voir comment est-ce qu'on peut coupler des scénarios de transition dans les régimes alimentaires et dans les modes de production agricole. Et par rapport à l'article de Gilles Billen et des collègues sur ce scénario européen, l'idée, ça va être d'aller vraiment beaucoup plus dans le détail et dans la territorialisation de comment est-ce que des filières de valorisation durable de matières fécales peuvent être intégrées dans les systèmes agricoles et travailler davantage sur l'efficacité des collectes, des usages agricoles et leur insertion dans différents systèmes techniques agricoles. Dernier projet, donc c'est le projet CAFE qui est articulé avec le projet Popcorn. Alors, je ne présenterai pas Popcorn parce que c'est un projet interne à SADEF. Et donc CAFE, c'est un projet financé par le mécanisme de financement Marie Curie de l'Union européenne, qui est porté par Tanguy Fardet, qui est en postdoc au DSU. Et son principe, c'est de fournir une vision globale des gisements urbains de nutriments. Donc, c'est là qu'est l'articulation très forte avec Popcorn, puisque donc il s'agit d'estimer où est la population qui mange et aussi où est la population qui excrète, qui urine et qui défèque. Toute matière organique confondue, donc excréments, aliments, déchets verts, essayer d'analyser comment est-ce que différents systèmes de collecte et de transformation pourraient être mis en œuvre sur un territoire. Donc, pour donner quelques exemples de sorties qui sont attendues. Là, vous avez la ville d'Ivry-sur-Seine avec sa population. Donc, le but, c'est d'avoir un outil en ligne, appropriable ensuite par les collectivités. Il y a l'Institut Paris Région qui va participer au développement de l'outil pour sa mise à disposition ensuite. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir n'importe qui sur son territoire puisse calculer quelles sont les quantités d'urine, de matière fécale, de déchets alimentaires récupérables selon les quartiers éventuellement de la ville aussi, les quantités de nutriments qui sont présents dedans, et ensuite une aide à la décision sur est-ce qu'il peut y avoir des points d'apport volontaires qui sont organisés, est-ce qu'il y a des collectes en porte-à-porte, est-ce qu'il y a des mutualisations, etc. Donc, le but, c'est de favoriser l'aide à la décision sur ces sujets. Voilà, c'était le dernier point métabolisme que je voulais présenter. En conclusion, avant la discussion, j'ai mis quelques grands éléments, je dirais, de grands questionnements de recherche que j'ai. Depuis 10 ans, je suis parcouru par cette question de comment est-ce qu'on arrive à développer une pensée systémique. Donc voilà, le programme Okapi, pour moi, c'est une tentative d'essayer de faire cette synthèse pluridisciplinaire d'approche de ces questions de ce qu'on peut appeler transition, mais qui me semble de moins en moins pertinent comme terme plus le temps avance. En tout cas, voilà, de trajectoire pour le futur. La question de la recherche-action à mener, on essaie vraiment d'être toujours en articulation forte avec les différents acteurs opérationnels, mais dans le contexte qui est le nôtre et de cette dissonance tellement forte entre la façon dont fonctionne la société et ce qui nous paraîtrait souhaitable d'être mis en œuvre, comment est-ce qu'on articule la recherche avec les différents acteurs et avec les réalités géopolitiques, sociales de notre territoire. Ça, pour moi, c'est des grandes questions de comment est-ce qu'on participe, on espère participer à ces transformations du monde qui nous semblent souhaitables. Et puis, dernier point de discussion aussi d'ouverture, cette question de la transdisciplinarité, c'est-à-dire que voilà, on sent bien que les approches monodisciplinaires, évidemment, sont extrêmement réduites, mais que même la pluridisciplinarité, pour autant qu'on arrive à la faire fonctionner et dialoguer, est également limitée dans ce qu'elle arrive à nous apporter. Donc voilà, j'indiquais ces biscuits, les spectacles qu'on a fait, pour nous, c'est tout autant de façons qui sont de toucher les façons d'incarner, de toucher les sensibilités, pour assumer aussi le fait que
on est chercheur, mais on est aussi humain et qu'il y a un engagement dans notre recherche-action qui essaye d'assumer nos caractères aussi objectifs et pour que notre travail, on espère, rayonne le plus possible sur ces grandes questions. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis je suis très heureux d'avoir un temps de débat collectif désormais. Merci beaucoup, Fabien. C'est assez passionnant de voir comment tu as développé, là, tu as dit, les 10 dernières années, à partir de ta thèse et les travaux métaboliques, tout un tas de chantiers de recherche, actions, comme on pourrait dire, autour des démonstrateurs, le changement des pratiques sociales, la compréhension et changement, avec l'axe agriculture, en fait. Voilà, peut-être on passera tout de suite aux questions, alors ici dans la salle, mais aussi dans des personnes aussi à visio. Je vais l'arrêter, de toute façon on va le recouper après. J'arrête l'enregistrement.